Ça fait combien de temps ? Eh ben, donc, ça va faire 33 ans. Voilà, 33 ans. Et c'était en tant que soliste ? Oui, voilà, j'ai obtenu directement le poste de premier soliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein, soliste dans un orchestre, c'est, on ne fait pas des carrières de solistes internationaux, c'est-à-dire les musiciens qui vont... je ne sais pas si en violoncelle, le soliste du moment, en violoncelle en France, on va penser à Gauthier Capuçon, par exemple, qui lui passe sa vie à voyager, à jouer le grand répertoire concertant pour violoncelle, avec tous les grands orchestres, dans toutes les plus grandes salles, etc. C'est pas du tout ma vie. Moi, soliste d'orchestre, c'est d'abord être un chef d'équipe, on va dire, d'un pupitre. Ensuite, essayer par sa personnalité, d'apporter à l'entreprise des idées, voilà. Donc c'est une autre carrière. Cyril Tricouart de Haro est un musicien reconnu pour sa carrière exceptionnelle en tant que violoncelliste au sein de l'Opéra Orchestre National de Montpellier, témoignant d'une profonde fidélité et d'une place centrale au sein de cette institution. Au-delà, Cyril est très investi dans la transmission. Il a enseigné au conservatoire, accompagne des musiciens amateurs et anime même des ateliers. Toujours curieux d'innover, il explore aussi l'électronique en direct, collabore avec des compositeurs comme Christophe Herral et développe des projets originaux mêlant voix et violoncelle. C'est à travers son atelier À vos pupitres, qui réunit 70 violoncellistes amateurs de différents âges et niveaux, que Cyril nous parle de ses autres projets, toujours à la recherche d'un souffle collectif. Alors on s'accorde et on y va. Est-ce que vous pourriez décrire l'instrument ? Décrire le violoncelle ? Alors le violoncelle, on dit souvent que c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine au niveau de la sonorité. C'est pas tout à fait exact parce que c'est un instrument qui a un ambitus de 5 octaves. Ça veut dire qu'il peut être à la fois une voix de basse, mais il peut monter dans l'aigu, voire dans le suraigu. Donc 5 octaves, mais on peut aller jusqu'à 7 octaves en utilisant les harmoniques. C'est un instrument qui couvre en fait toutes les voix. Mais le registre de prédilection pour le violoncelle, je dirais, c'est le baryton. C'est une voix qui est très chaleureuse. Et physiquement, l'instrument ? Ce qui est bien avec le violoncelle, c'est qu'il est appuyé sur le torse, donc on sent quand on joue de violoncelle, on sent les vibrations. On enveloppe le violoncelle. Alors qu'un violoniste, la position est quand même très très compliquée, elle n'est pas naturelle. Nous, les violoncellistes, on part d'une position quand même qui est assez simple et assez naturelle. On est assis, l'instrument repose sur une pique, donc on n'a pas à porter l'instrument. Et la position des bras est aussi assez confortable. Puis on sent ces vibrations. Et on a la chance d'avoir le son qui sort de la caisse, mais qui va vers le public. Alors que si on pense au violoniste, le son va directement vers les tympans. Et c'est des sons beaucoup plus aigus. Voilà. Nous, c'est très confortable comme instrument. Est-ce que c'est pas un des instruments qui touche le plus le cœur ? Oui, parce que c'est ce que je disais, c'est que si ça rapproche de la voix humaine, et le violoncelle a souvent été utilisé par les compositeurs pour raconter des histoires. On le voit par exemple dans le fameux Don Quichotte de Richard Strauss, donc où il reprend le livre de Cervantes, ou dans le Chelomo de Bloch, ou dans plein de pièces. Le Kol Nidrei d'ailleurs, que vous avez entendu pendant l'atelier de restitution amateur, c'est des pièces où le violoncelle est utilisé comme une personne qui s'adresse à un public pour raconter plein de choses. Et c'est vrai que c'est un instrument qui a cette capacité justement de raconter des histoires. On va jouer quelques mesures, comme ça vous allez entendre les plans acoustiques, et puis ensuite
Cyril Tricoire de Haro, je vais avoir 60 ans. Je suis artiste musicien spécialisé dans le violoncelle. En dehors de l'orchestre, vous avez d'autres activités. Vous pourriez m'en parler un peu ? Je me suis épanoui au sein d'une structure. Et ça, je pense que ça vient de mon enfance. J'ai été dans une famille qui était très, très attentive. Donc je me suis épanoui dans une structure familiale. Ensuite, je me suis épanoui dans une structure de conservatoire. Et je me suis épanoui dans une structure d'orchestre national. Pour moi, ça a toujours été très, très important d'avoir ce cadre. Mon métier principal, c'est d'être violoncelliste au sein d'une formation symphonique. Mais effectivement, j'arrive à faire d'autres choses. Alors, au sein de cette structure, je m'intéresse beaucoup à la musique de chambre. Là, je l'ai pratiqué il y a 48 heures à la salle Pasteur avec mes collègues de l'orchestre. On a une directrice générale, et je le dis parce que je le pense, qui s'appelle Valérie Chevalier, qui travaille depuis plus de 10 ans pour essayer d'ouvrir l'institution à tous les publics. Pour moi, ça a été un terrain d'expression et de jeu extraordinaire. Et vous pourriez dire ce que c'est la musique de chambre ? La musique de chambre, ça commence en duo. Par exemple, un violoncelle avec un piano, un violoncelle avec un violon, et ensuite un trio, un violon, un alto, un violoncelle. Ensuite, la formation de musique de chambre reine, c'est le quatuor à cordes. Ensuite, un quintet, un sexior, etc. Donc, c'est de partager la musique en live avec d'autres instrumentistes. Donc, lettre F. Je joue en solo, donc violoncelle seul. Et ça m'est venu pendant le confinement. Comme je tournais un peu en rond, comme je pense beaucoup de professions non essentielles. Bref. Donc je me suis intéressé à l'électronique et là je me suis intéressé au looper. Et j'ai commencé à jouer avec moi-même en faisant des boucles. Mais je pensais jamais que ça allait, déboucher sur une activité professionnelle. Et justement, dans le cadre de l'ouverture à des nouveaux publics, j'utilise ces nouvelles compétences pour animer des séances de yoga. C'est-à-dire que pendant 1 heure, je joue des musiques qui essayent de coller au maximum au cours d'un professeur. Voilà. Ça veut dire que vous avez un professeur à côté, parce que c'est une certaine respiration, le yoga. Alors, je suis pas à côté, je suis en face, dans les foyers. Donc, c'est un cours collectif. La dernière fois, il y avait 80 personnes. Donc, le professeur donne son cours. Moi, je suis en face avec ma musique et j'essaye au maximum de coller au cours, en commençant avant la séance par 20 minutes de violoncelle. Donc, les gens arrivent et puis entendent du violoncelle seul, des suites de Bach. Ensuite, il y a le cours. Là, j'essaie de me caler sur la pratique. Et on finit toujours avec ce que j'appelle 10 minutes d'immersion acoustique, où là, je joue plein son. Et donc, au moment, dans une phase de repos, après le cours, le public est vraiment enveloppé dans la matière sonore. Et vous avez eu des ressentis oui. Mais il n'y a pas besoin d'être dans une salle de concert pour apprécier la musique. On peut l'apprécier dans plein de situations différentes. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir totalement bouleversées. Vraiment. Bouleversées par cette surprise d'être dans cette matière sonore. Souvent, un cours de yoga, peut-être on met de la musique enregistrée, mais la musique en live, ça n'a rien à voir. Donc non, j'ai des retours et c'est une des offres de l'Opéra Orchestre qui rencontre un très grand succès et qui est reconduite encore la saison prochaine. Voilà. On peut essayer 2 mesures seulement.
Si ça marche pas, on trouvera une autre solution. Et pour faire partir le tango, là on attaque direct. Là je fais 3-4. Donc on finit sur un accord. Et il y a à vos pupitres, donc dites-moi. Alors à vos pupitres, c'était pas prévu. Il y a eu un appel à projet pour les 40 ans de l'orchestre. Donc Valérie Chevalier a demandé aux artistes de proposer des projets. J'ai repensé à la joie que j'éprouvais quand j'étais enfant de jouer au sein d'un orchestre de violoncelle. C'était une des grandes forces de mon premier professeur de violoncelle, c'était de fédérer tous ces jeunes, toutes ces énergies, et puis de les faire jouer ensemble. J'ai repensé à ça, donc j'ai proposé à Valérie Chevalier un atelier de pratique instrumentale de 2 heures le matin, et puis une restitution l'après-midi. Et le matin, on a eu 40 personnes. Elles viennent d'où ces 40 personnes ? Ce sont des gens qui sont soit à la retraite, qui ont soit pratiqué le violoncelle en étant au conservatoire, et puis qui font d'autres métiers, soit des gens qui ont 2 ou 3 ans de violoncelle, donc qui se sont spontanément inscrits à cet atelier. On a fait la restitution l'après-midi. Ça a été un moment inoubliable, vraiment, pour tout le monde, pour moi, pour les gens qui jouaient. Et les ateliers de pratique amateur ont démarré à partir de ce moment-là. Donc d'abord, il y a eu l'atelier de violoncelle, qui existe depuis 6 ans, et ensuite il y a eu l'atelier Sortons des coulisses, c'est 5 ans, et avant je crois qu'il y avait bien sûr l'atelier de pratique vocale, mais il n'y avait pas encore d'atelier pour les amateurs. Voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure. Tout de suite on a proposé une structure aux adultes, parce que au conservatoire, pour les enfants, les adolescents ont déjà cette possibilité au sein d'un conservatoire de pratiquer de la musique ensemble. Et on s'est dit, mais lorsqu'on finit le conservatoire, parce qu'on ne forme pas tous les musiciens pour devenir professionnels. Donc ces musiciens, peut-être qu'ils auraient envie de continuer à pratiquer de la musique. Et on est à peu près 70 maintenant. Ce sont des gens qui ont des métiers, qui sont à la retraite, qui se réunissent une fois par mois durant un atelier. Et l'objectif est ensuite de faire une restitution à l'Opéra Comédie. On a un très bon conservatoire à Montpellier. Oui. Est-ce que vous donnez des cours là-bas ? Est-ce que vous auriez envie de donner des cours ? Ah, mais j'ai été professeur pendant une quinzaine d'années. Bien sûr, j'ai enseigné, puis j'ai eu envie de passer à autre chose aussi, parce que mon poste à l'orchestre, c'est un poste qui est très chronophage, avec une charge mentale très très importante. J'ai eu énormément de joie à enseigner, mais j'ai senti que c'était bien pour moi de passer à autre chose, et c'est là que l'atelier est arrivé. C'est très bien. C'est de la transmission, en fait, ce que vous faites. Bien sûr. Donc, au conservatoire, on va transmettre plutôt sous une forme de cours particulier, tandis qu'à l'atelier, on va transmettre... après, je vais dire exactement les mêmes choses. Je vais me préparer avec le même sérieux, avec la même rigueur que lorsque j'enseignais au conservatoire. On va transmettre ça pour un groupe beaucoup plus important. Le groupe est important, mais c'est très joyeux. Oui. Ben oui, parce que il y a pas d'enjeu. C'est peut-être la grande différence avec l'enseignement au sein du conservatoire, c'est que on n'est pas là pour former des professionnels, mais c'est un enseignement qui est très rigoureux et qui demande beaucoup. Alors que lorsqu'on est dans le cadre d'une pratique amateur, les gens viennent avec sérieux, se préparent avec sérieux, mais choisissent de venir. Personne n'oblige quelqu'un à venir s'inscrire à un atelier de pratique amateur. Oui, forcément, c'est beaucoup plus détendu comme atmosphère. Un peu plus quand il y aura tout l'orchestre, mais si je fais ça, c'est pour le cadeau. Généralement, ça, c'est plutôt... Et ça, c'est pour le cadeau. Du début, s'il vous plaît.
et vous me direz ce que vous préférez avec piano, pour voir si c'est... Voilà, moi j'aime beaucoup cette version comme ça, mais maintenant, en rajoutant le piano. Même chose. J'aime beaucoup aussi bon, hein, ça ajoute, c'est beau, hein, ça ajoute une... c'est beau. Merci. Donc on fera, à la réception, on fera avec piano. Voilà, j'hésitais, je ne savais pas trop comment faire. Une dernière fois. Et on... Merci beaucoup. Alors dans tout ça, est-ce que vous avez d'autres rêves, objectifs ? J'aime bien faire les choses les unes après les autres maintenant. J'ai jamais eu vraiment de plan de carrière, de toute façon. Ce sont des rencontres, c'est comme la rencontre que j'ai pu faire avec Christophe Herral, un compositeur vraiment très apprécié. Il a signé des partitions assez incroyables, notamment pour Jean-François Laguioni. Et c'est comme ça que j'ai connu Christophe. Un jour, on était, je crois que c'était à la maternelle, on a amené nos filles à l'école et puis... Bonjour, je suis musicien, bonjour, je suis musicien, et puis c'est parti comme ça. Puis on continue toujours à se voir, à échanger. J'avais pas prévu dans mon parcours un jour d'enregistrer la musique de Christophe Herral. Mon parcours, c'est un peu ça. C'est des rencontres. Donc là, j'ai beaucoup de choses, de projets qui sont là, mais non, je ne me projette pas dans 3 ans, dans 4 ans, enfin, non. Voilà. Si je me projette trop, j'ai l'impression de pousser, je sais pas, d'avoir une montagne et puis de pousser comme ça. Et puis ça se termine jamais. Donc je fais un projet, qu'une fois que ce projet est fini, je passe au suivant. Des conseils à donner à un jeune qui aspire à être musicien comme vous ? Waouh. Je vais vous raconter une anecdote. Dans le cadre d'émissions de l'Opéra Orchestre, il nous arrive d'aller jouer en EHPAD. Donc je joue parfois en EHPAD, je dis pas ça pour apporter de la sympathie, ça fait partie de mon travail. C'est pas forcément toujours très facile, d'ailleurs. Et je me rappelle d'une prestation où on commence à jouer, on était en trio, je crois. On commence à jouer, puis il y a une dame qui se met à hurler. « C'est moche, c'est moche, je vais mourir, au secours !» Et nous, on était là, tous les trois, en train de jouer. « Zon, 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 c'est moche !» Waouh. Donc, on a continué notre truc, quoi. Puis après, une infirmière est venue, a permis à cette dame de sortir de la salle, voilà. Et puis, alors nous, ça nous a fait entre guillemets sourire, voilà. Donc on a pris une certaine forme de distance. Peut-être le meilleur conseil, c'est très important d'être à l'écoute. On est toute sa vie bombardé d'informations. Donc ça commence par les informations données par les professeurs, par le public, par l'entourage, par la famille. Donc c'est très important de ne pas se fermer, de rester à l'écoute, mais de faire la part des choses. Et la part des choses, je pense que on peut l'avoir en se faisant confiance. Il faut avoir confiance en ses capacités. Voilà. Être à l'écoute, un grand maître qui va dire voilà, attention, si tu fais ça. Donc toujours essayer de prendre le meilleur de ce qu'on reçoit comme observation. Pas se braquer, écouter, mais faire la part des choses. Alors c'est très intéressant cette symphonie parce que lorsqu'on prépare les ateliers, que ce soit moi, Luce ou Sophie, cette septième de Beethoven,
je ne sais pas, je l'ai joué un nombre incalculable de fois. Et c'est des musiques qui finalement se transmettent d'une génération à l'autre. Et on finit par la jouer plutôt pas mal, mais sans en comprendre vraiment l'essence. Et lorsqu'on est amené à animer un atelier, ben, il faut forcément s'intéresser un petit peu à l'écriture. Donc, vous savez, ce thème que vous devez connaître, eh bien, donc j'ai appris récemment que depuis 50 ans je joue ça sans savoir ce que c'est. C'est dactyle pour la première mesure et spondé, c'est-à-dire long, court, court, long, long, court, court. Et ça correspond à du texte. Voilà, donc grâce à le pupitre, j'apprends énormément de choses. La septième de méthode. Est-ce que vous êtes posé la question parfois à quoi je sers, à quoi sert la musique? Non. non. Alors c'est sûr que cette question, ça ramène forcément au confinement. Forcément. C'est-à-dire ce truc de dire les professions essentielles, des professions moins essentielles, etc. Voilà. Mais moi, je pense qu'une civilisation se détermine par le soin qu'elle apporte à son patrimoine. Donc je suis juste un serviteur de ce patrimoine. On voit dans le monde, enfin je ne vais pas rentrer dans... C'est pas la question de parler de politique, mais qu'est-ce qui se passe quand des despotes veulent prendre le pouvoir? Ils commencent par s'attaquer à la civilisation, à l'histoire, à la mémoire d'un pays. Un musicien, un peintre, un acteur... On défend notre identité, ce patrimoine culturel. Donc je ne me suis jamais posé cette question parce que pour moi c'est une évidence. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.